monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On est de retour. On a pris 2 petites semaines. On travaille quand même. Là. On est occupé. Il y a des affaires qui se passent dans notre vie. Mais très content de vous revoir et merci d'être là. Pour tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. Ceux qui ne l'ont toujours pas fait, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Aidez-nous à grandir cette communauté-là. Les chiffres, évidemment, continuent d'augmenter, puis ça nous rend très, très, très heureux. On est sur toutes les plateformes audio, les réseaux sociaux. On est littéralement partout. Vous pouvez nous trouver, nous suivre, partager notre contenu, commenter, envoyez-nous des messages. Faites toutes ces belles choses-là, ça nous aide énormément. Salim, comment ça va? Ben, ça va, tu m'as manqué. Ah, moi aussi, tu m'as manqué. Ben oui, là, écoute, on a l'habitude de nous voir toutes les semaines, parfois plus qu'une fois par semaine. Ouais, exact. Lorsqu'on a des invités. Des invités ou autres, là, mais là, attends, ben ouais, ça fait un petit bout. Ben, ça fait juste 2 semaines, mais franchement, oui, c'est comme si on s'est pas vu pendant un mois, là, tu sais. Ben oui, en plus de ça, il y a eu beaucoup d'actualités en politique. Ben oui. On va en parler. Ben, il y a des choses qu'on va skipper parce que c'est plus d'actualité, puis d'autres qui valent la peine d'être mentionnées. On commence où, Salim? Évidemment, je pense pas qu'on peut passer par-dessus la course à la CAQ. Est-ce qu'on commence avec ça ou tu veux... Oui. Bon, pour ceux qui nous suivent, bon, là, c'est vendredi, on enregistre. Demain, c'est samedi. Dimanche, on a une nouvelle première ministre. Écoute, tout à fait. Donc, imagine, ce qu'on va dire maintenant pourrait influencer le vote. Non, on n'a pas cette prétention, pas du tout. Donc, moi, je vous dis, votez Christine Drainville et Bernard Fréchette. Voilà. Est-ce qu'on a un chiffre, finalement, du nombre de membres? Oui. Je n'ai pas le chiffre très précis, mais je pense que c'était quelque chose comme 20 500 quelque chose. Okay. 20 500 membres environ de la CAQ qui ont le droit de vote. Hier soir, on disait que ça faisait qu'ils étaient déjà à 60-62% des membres qui ont voté. Donc, c'est quand même, c'est quand même pas mal. Ben oui. Alors que le vote se poursuit jusqu'à dimanche quand on va savoir qui va remporter cette course à la chefferie, qui est quand même importante parce que ça détermine qui va être le premier ministre ou la première ministre dès l'assermentation qui devrait avoir lieu, à mon avis, la semaine prochaine. L'assermentation déjà du premier ou de la première ministre. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est quand même assez fou, Georges, parce que pendant longtemps, en tout cas pendant tout le long de la campagne, il y avait comme une espèce de spin qui laissait entendre ou croire, à tort ou à raison, je ne le sais pas, on verra les résultats, puis ça nous dira un peu plus, que... Madame Fréchette avait eu une certaine avance, mais tu sais, on basait sur quoi exactement? Oui, sur des sondages, mais on sait pas trop. Alors, ça se peut que ce soit vrai. Ben, c'est du pointage de chaque équipe. Hein? Donc, mais alors, mais à la base, je te dirais que le momentum qui s'était créé était à la suite de certains sondages qui ont été menés par des firmes de sondage. Mais les firmes de sondage, et je pense particulièrement, je crois que c'était même Léger plus précisément, c'est que ils sondaient les électeurs qui acquittent, tu sais, ceux qui disent on va voter pour la CAQ ou demain matin, par exemple, s'il y avait des élections. Mais ça ne veut pas dire un électeur caquiste n'est pas nécessairement un membre qui va voter. Exact. Donc, il y a parfois des petits changements là-dedans. Puis, tu sais, bref, ça a donné un momentum, mais ce n'est pas nécessairement très précis. Ensuite, chaque équipe a son pointage. Donc, qui pointe directement les membres, ceux à qui ils ont voté des cartes de membres, etc. Et là, écoute, chaque équipe trouve ou dit qu'elle est en avance. Donc, l'équipe de Mme Drainville va dire... Mme Drainville. J'ai fait une blague tantôt, puis là, l'équipe de M. Drainville va dire qu'ils sont en avance. L'équipe de Mme Fréchette va dire que c'est elle qui est en avance. Donc, honnêtement, ça a brouillé un peu les pistes et aujourd'hui, ils sont quand même arrivés à mettre un doute en moi sur le fait que c'est serré. Surtout quand même qu'en début de semaine,
Monsieur Drainville a eu un gros appui. Il n'avait pas nécessairement de gros appuis. Il avait quelques députés avec lui. Il y avait Samuel Poulin, qui est quand même un ministre très actif, qui est capable de mobiliser, qui est capable d'avoir un impact dans une course, ça c'est sûr. Mais tu sais, Samuel Poulin qui fait, je pense, un travail très, très honorable. Du peu de temps depuis qu'il est ministre, en tout cas, depuis le mois de septembre. Mais c'était le seul ministre qui était avec M. Drainville. Puis là, tout d'un coup, il en reçoit 3, dont un qui est quand même assez important. Ouais. C'est Simon Jolin Barrette, pour ne pas le nommer. Et comme tu dis, c'est un appui de taille. Honnêtement, je trouve dommage qu'il est venu un peu vers la fin, parce que si, depuis le tout début, Simon Jolin Barrette avait appuyé Bernard Drainville, je pense que le discours autour de la course à la chefferie de la CAQ serait bien différent. Ben, alors, ça se peut, mais tu sais, moi, j'essaye toujours de rester... Attends, c'est qui? Les deux autres, c'est Jolin Barrette, puis... Alors, il y avait Jonathan Julien et Madame Sonia Bélanger, qui est ministre de la Santé. De la Santé, exact. Mais je vais juste te dire un truc, hein. Georges, ça se peut bien que si M. Jolin Barrette avait donné son appui plus tôt, peut-être que ça aurait créé un peu plus de momentum à un moment donné où tout le monde avait l'impression que c'était Mme Fréchette qui avait son momentum. Ça se peut. On ne le sait pas, on ne le saura pas. Hein, on ne refera pas l'histoire. Mais moi, je reste toujours quand même assez froid sur comment j'analyse les choses. Pour moi, l'importance d'un député dans une course à la chefferie, c'est pas juste son nom. C'est aussi sa capacité à mobiliser. Ouais. Donc moi, techniquement parlant, pour moi, un Samuel Poulin, par exemple, pour M. Drainville, il a certainement généré de la vente de cartes de membres. Ouais. C'est un gars de terrain, c'est un gars qui connaît du monde, c'est un gars qui est capable de mobiliser, c'est quelqu'un qui est grassroots, là, c'est quelqu'un qui connaît ça, là, qui... Versus Mme Bélanger, par exemple, elle est ministre de la Santé. Je juge pas ses capacités politiques de mobilisation, je les connais pas, mais j'ai pas l'impression que c'est celle qui, de toutes les manières, allait être en mesure de ramasser des centaines et des centaines de cartes de membres. Ouais. Donc oui, ça fait beau que la ministre de la Santé donne son appui, mais sans plus. Puis M. Jolin Barrette, lui, il avait des capacités, j'en suis convaincu. Mais pour moi, Simon Jolin Barrette, c'est celui qui a des capacités pour lui-même. Pour moi, déjà, c'est une anomalie que Simon Jolin Barrette n'ait pas été une des candidatures à la succession de M. Legault. Ouais. Pour moi, c'est évident. Je ne dis pas que ça aurait été nécessairement dû être lui qui allait lui succéder, mais à tout le moins, il avait sa place dans cette course-là. Je pense qu'il n'y a pas un analyste qui pensait, même avant le départ de Legault, que Jolin Barrette ne serait pas quelqu'un qui allait naturellement suivre une fois que M. Legault aurait pris sa retraite de la vie politique. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais dire une chose que je trouve étrange. Puis là, aujourd'hui, les derniers jours corrects, comme tu as dit, on est rendu à un point où les deux camps nous disent « Ah, c'est très rapproché, ça va être serré. » Mais au début de cette semaine-ci et de la semaine dernière, j'ai trouvé ça quand même particulier de l'équipe de Mme Fréchette il y avait un spin différent. Leur spin, c'était « nous, on est en avance. Nous, notre pointage nous montre favorable, blablabla. » Et j'ai trouvé ça très, très particulier parce que pourquoi tu dirais que tu es en avance au lieu de dire ce qui est dit maintenant, c'est très serré pour encourager les gens justement à sortir voter? Parce que quand tu dis aux gens, écoute, on l'a, là, c'est certain, inquiétez-vous pas, on est en avance, nos sondages nous montrent favorables à 65% ou je sais pas trop quoi, les chiffres là, qui circulaient il y a quelques semaines. Tu sais, le gars, quand quelqu'un pense que ça va être Mme Fréchette, that's all, il reste chez lui. Il va pas voter. Alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant parce que je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu
toi, t'as envie de créer un sentiment d'urgence chez les gens Il faut faire peur aux gens, là, que, regarde, ton candidat, il risque de ne pas passer. Oui, mais... Bouge et va voter. Mais, alors, je vais juste te dire, pour avoir été plus ou moins impliqué dans certaines courses à la chefferie dans le passé, oublie pas, ceux qui vont voter pour toi, là, qui ont acheté leur carte de membre pour voter pour toi ou parce qu'ils sont sûrs et convaincus qu'ils vont voter pour toi, ils vont le faire. Pourquoi? Ils sont pas difficiles à faire sortir. Pourquoi? Parce que c'est pas comme aller les faire sortir voter au bureau de vote. Tu vas les appeler puis tu vas dire, écoute, là, t'as soutenu Bernard ou t'as supporté Christine, sors. Il faut vraiment que tu ailles voter. C'est important que tu ailles voter. Puis la personne va se dire, ouais, on l'aime, là, je vais aller voter. Par contre, c'est ceux qui sont un peu plus mous, qui sont plus difficiles à faire sortir voter. Ouais. Puis ceux-là qui sont mous, le problème, c'est que souvent, ils voient le troupeau, ils suivent le troupeau. Parce que sais-tu quoi, quand t'es mou, là, t'as pas envie de te casser la tête à faire tout ton raisonnement. Tu vois un troupeau aller, puis tu te dis, généralement, évidemment pas tout le monde, mais généralement, tu suis le troupeau. Puis là, si tu arrives à faire rentrer dans la tête des gens que, attends, Christine Fréchette, c'est sûr, c'est elle qu'il faut pour sauver le parti, pour donner une chance à ce parti-là aux prochaines élections, etc. Puis la preuve, les gens se sont coalisés derrière. So let's go. On va aller supporter le prochain vainqueur ou la prochaine vainqueur. Tu veux créer un effet de mouvement en disant c'est lui le vainqueur. Tu peux pas passer à côté de ça. C'est lui qui est bon ou c'est elle qui est bonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'ils essayent de créer. Et la preuve aussi, c'est la raison pour laquelle le spin de l'équipe de Mme Fréchette, l'équipe de M. Drainville a essayé de briser ça, à dire comment ça, vous dites qu'elle est en avance? Non, elle n'est pas en avance. Je peux vous dire que c'est très serré, même que, je pense que c'est M. Jolin Barrette d'ailleurs qui disait, moi je pense même qu'on est nous légèrement en avance, là, tu sais, une manière de dire. Et là, lui, alors lui, il se rapproche un peu plus de la stratégie que toi tu veux dire. C'est comme, attends, laissez-vous pas avoir par le spin de Mme Fréchette. Monsieur Drainville, il est proche de gagner. Donc, si vous voulez qu'il gagne, alors sortez voter. Ouais. Fait que tu comprends que... En fait, ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Est-ce que tu es considéré comme celui qui a le plus de momentum? Si tu as le plus de momentum, tu veux le garder, ton momentum. Mais ça dépend aussi du monde. Là. Tu connais tes gens. OK, si les membres que tu sollicites sont plus du style « Hey, il faut se joindre au mouvement », je comprends l'argument de dire « OK, regarde, il y a une vague Fréchette ». Si tu penses de l'autre côté que tes gens ont besoin d'être un peu motivés, etc. Moi, je vais dire une chose que je faisais, Salim, durant les élections, puis je ne vais pas dire le nom du journal communautaire. Regarde, tu viens de te dire. Là. Non. Mais c'est un journal communautaire quand même très populaire. Nous, on se basait beaucoup sur le vote de la communauté grecque là, à l'époque dans notre comté. Puis je le faisais à toutes les campagnes, puis ça marchait à toutes les campagnes. J'approchais les journalistes peut-être une semaine et demie avant le vote. Puis tout le monde veut savoir hey, qu'est-ce qui se passe, vos chiffres internes. Ils savent que nous aussi, on a un pointage. Puis ma réponse était ouf, look, entre nous, là, ça va mal. Je pense pas qu'on va gagner. Mais je sais pas. Dans le comté dans lequel tu étais. La première page, là, dans le journal, le week-end, juste après ces conversations-là, on risque de perdre, les libéraux risquent de perdre, etc. Les gens avaient peur. Mais oui, mais Georges, dans ton comté à l'époque, là, c'était aussi vrai. C'était pas 100% un mensonge. C'était pas un mensonge. Parce que, d'abord, il n'y a jamais eu de grosse majorité. Non. Puis, il y a toujours eu de la division de vote. Exact. Et au final, c'est un comté que les libéraux ont fini par perdre. Exact. Donc, c'était pas faux. Sauf que, à un moment donné, oui, il peut y avoir certaines clientèles particulières lorsqu'elles veulent un candidat ou leur candidat ou celui de leur communauté ou celui qui les représente, si tu veux, le mieux, et que
ils ont une masse critique dans une circonscription, ben oui, tu crées une sorte de sentiment d'urgence pour te dire, ben, les amis, là, si vous n'allez pas sortir voter, ben, votre candidat, il va perdre, là, tu sais. Mais ça, je le comprends. Ça, je le comprends. Mais ça, c'est à la limite, c'est ce que fait M. Drainville. Ouais. C'est ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il a compris, puis il a vu, son équipe a vu que, à tort ou à raison, il y a eu un fort momentum pour Mme Fréchette. Et c'était une manière de dire, oui, mais nous, on a quand même travaillé fort. On en a vendu des cartes de membres. On y croit. On pense qu'on peut gagner la course. Mais pour la gagner, ben, il faut qu'on continue à courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais. Mais si on s'arrête de courir 3-4 mètres avant la ligne d'arrivée, ben, c'est sûr qu'on perd. T'sais, puis alors, je comprends ce sentiment d'urgence. L'équipe de M. Drainville a essayé, je pense, a réussi aussi à le créer chez les gens. La preuve, c'est que j'écoutais un peu à la télé les différents chroniqueurs, même certains journalistes, observateurs et autres, qui là, tout d'un coup, c'est plus très clair sur qui va gagner, alors que au début, on écoutait ça, c'était comme si... C'était presque donné. Ouais. Ouais. Alors maintenant, ça se peut que Mme Fréchette gagne avec une certaine majorité, c'est-à-dire assez confortable. Ça se peut. On le sait pas. On le verra, on va le savoir dimanche. C'est dans pas très longtemps. Mais en même temps, je trouve que M. Drainville a bien... Sincèrement, je trouve qu'il a bien géré ses cartes à la fin. Maintenant, je trouve que c'est intéressant de voir comment les choses vont se passer. Et je vais juste te faire un parallèle rapide. C'était au Parti québécois, par exemple. C'était la course à la chefferie qui a été remportée par Jean-François Lisée à la suite du départ de Pierre-Carl Péladeau. Et celui qui était largement en avance, qui avait la plupart des députés avec lui, qui avait un certain momentum. Tout le monde le voyait comme le futur du parti. C'était Alexandre Cloutier. Puis arrivé aux élections, Jean-François Lisée, qui est un fin stratège. Je pense pas que c'est un fin politicien. Moi, je pense qu'il était un mauvais politicien, mais c'est un fin stratège. En fin stratège, a fait exactement ce qu'il fallait pour gagner, et il a gagné. Ouais. Et très bien gagné. Ouais. Ensuite, la suite, on la connaît. Mais voilà. Est-ce que tu as suivi les débats? Il y a eu 2 débats. Moi, je les ai manqués, ces débats-là, mais d'après ce que j'ai lu et les commentaires que j'ai lus, ça n'a pas si bien été pour Mme Fréchette, là, les débats. Est-ce que c'est vrai? Toi, tu les as suivis? Je les ai écoutés les deux. Puis d'abord, j'ai envie de dire, franchement, c'était des débats dynamiques. Donc, c'est pas des débats où je me suis ennuyé. L'année dernière, les débats au PLC, je me suis ennuyé. Ouais. Je me suis moins ennuyé pour les débats du PLQ, mais ils étaient moins dynamiques, il faut le dire, que quand je dis moins dynamique, ça veut pas dire moins intéressant, ça veut pas dire moins de contenu, mais moins dynamique. Là, tu le sentais qu'il y avait un échange, tu voyais des lignes marquées entre un candidat et l'autre candidate, les deux, enfin bref. Donc, c'était, à ce niveau-là, c'était intéressant. Donc, quand t'es un fan de politique comme moi, et comme toi, t'écoutes le débat, tu t'ennuies pas. Ouais. Bon. Maintenant, maintenant, comme ce que j'ai dit, il y a eu une certaine... Tu voyais comme quoi il y avait des lignes de démarcation assez importantes entre Mme Fréchette et M. Drainville. Au premier débat, j'ai envie de te dire, Mme Fréchette... Pardon, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge depuis le début. Je m'en excuse à ceux qui nous écoutent. Madame Fréchette, au premier débat, j'avoue que elle l'a pas gagné. C'est M. Drainville qui l'a gagné, mais attention, M. Drainville n'a pas gagné par KO. Il a gagné au point. Tu sais, à la boxe, là, tu peux gagner au point. Décision. C'est ça, décision. Ouais, c'est ça. À la limite, décision de l'arbitre. Tu comptes des arbitres, tu comptes le nombre de points. Bon, c'est vrai que M. Drainville avait quand même
relativement bien performé, puis Madame Fréchette moins bien performé dans le premier débat. Mais elle n'a pas démérité, par exemple. C'est important de le dire. Au deuxième débat, c'était plus serré. Mais Madame Fréchette a mieux fait dans le deuxième. Elle était... Alors, je ne sais pas si elle a mieux compris l'exercice. C'était la première fois qu'elle le faisait. En même temps, on va se le dire, Monsieur Drainville est redoutable en débat. Là. Mais oui, tu peux pas. C'est difficile à compétitionner avec un Bernard Drainville qui, en termes de communication, simplement, il n'y a pas grand monde à l'Assemblée nationale qui a cette aisance de parler, de communiquer comme Bernard Drainville. Là. Donc, pour moi, c'est pas une surprise. Là. Mais le marquage, quand même, idéologique, tu peux le voir. Ils ont beau... je sais qu'il y a eu beaucoup de spin pour dire à la CAQ, on est une seule et même famille, etc. Puis je ne doute pas des sentiments que les gens qui mettent du cœur dans un projet politique, je doute pas du tout de ça. Mais les marquages idéologiques sont quand même assez profonds. Parce que là, tu le sens, tu le vois que Monsieur Drainville occupe un espace qui est très à droite, à la fois économiquement et d'un point de vue identitaire. Très à droite, qui rappelle les racines, bien sûr, de l'ADQ, d'une part, et tu le vois bien qu'il essaye de jouer sur le terrain du PCQ. Probablement qu'il a comme calcul, si on veut gagner aux prochaines élections, si les caquistes veulent gagner aux prochaines élections, ils vont devoir attirer le vote qui, actuellement, donne son soutien à Éric Duhem et le Parti conservateur du Québec. Mais c'est-à-dire, c'est qui va maintenir cette, entre guillemets, troisième voie que la CAQ gardait pendant 2 mandats, tu comprends? Ouais. Puis là, on voit les chiffres. Oui, la CAQ est en train de saigner. Est-ce qu'il y a des votes là-dedans qui sont retournés au PQ? Oui, on le voit. Peut-être quelques-unes aux libéraux, ça, mais très peu. Je pense pas, là, mais la plupart s'en vont, effectivement, aux conservateurs. Mais ceux de droite... Alors, ceux de droite, ceux qui étaient des anciens adéquistes ou qui adhéraient à une vision adéquiste du Québec, etc. Tu le sens qu'ils sont vraiment du côté de Monsieur Drainville. Madame Fréchette, elle, c'est un autre type de courant caquiste autour d'elle qui est probablement un peu plus, j'ai envie de te dire, un peu plus pragmatique, qui est un peu dans la continuité de M. Legault, ou à tout le moins, qui fait le virage que M. Legault n'a pas réussi à faire. Mais c'est-à-dire que c'est le virage de revenir vers la droite. Donc, Mme Fréchette, par exemple, quand elle est venue ici, politiquement parlant, on la remercie d'ailleurs d'être venue, Mme Fréchette, elle nous avait dit ici que elle veut moins d'interventionnisme dans l'économie. Donc, tu la sens qu'elle veut aller un peu plus à droite sur les questions économiques. Mais disons que elle veut quand même se laisser la possibilité où il y ait certaines interventions qui soient pertinentes, mais pas une intervention tout azimut, si tu veux. Donc, en rupture avec ce qui a été fait sous M. Legault, mais pas totalement. Et dans le cas de M. Drainville, on sent quasiment un positionnement drastiquement différent. Et donc, si tu veux, c'est un petit peu là. Tu sais, M. Drainville, lui, veut la Constitution du Québec, et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle M. Jolin Barrette lui a donné son appui, parce que M. Jolin Barrette y tient énormément. Ouais. C'est l'un des legs que lui-même veut laisser comme ministre. Alors que Mme Fréchette, moi j'ai cru comprendre, sauf erreur, que, disons, c'était pas nécessairement une priorité pour elle, la Constitution, là, maintenant, tout de suite. T'sais. Donc, on le sent que, tu sais, même dans les idées qui se sont... comment dire, les idées qu'ils ont échangées pendant le débat, là, tu le vois bien qu'ils
qu'ils sont pas d'accord, ils sont pas sur la même longueur d'onde, puis j'ai vraiment beaucoup de misère à voir. Tu sais, il y en a une en plus qui a parlé de l'ego de M. Drainville. M. Drainville qui dit qu'elle est beige. Tu sais, puis chacun essaye de définir l'autre. Puis honnêtement, à part au PQ, j'ai jamais vu des gens se déchirer autant. Ouais. Et encore, le PQ d'avant, parce que le PQ d'aujourd'hui, il est d'une stabilité. Exact. Mais ça, c'est intéressant quand tu parles de différences idéologiques quand même marquantes. Je reviens à la question qu'on s'est souvent posée, Salim. Après cette course-là, à la chefferie, après le départ de M. Legault, est-ce que la CAQ va pouvoir garder cette cohésion que M. Legault avait réussi de converger là, entre les péquistes, entre libéraux, entre adéquistes? Tu comprends? C'était vraiment une vraie coalition. Et là, je trouve que puisque le boss n'est plus là, ben là, on va en profiter pour faire un peu le ménage. Et dans ce ménage-là, on a des idéologies qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Et tu l'as mentionné, on le voit sortir maintenant lors des débats. Et c'est bien parce que c'est un échange d'idées et il faut avoir ces discussions-là dans un parti qui est en santé. On l'a déjà mentionné pour les libéraux, puis dans d'autres partis lors de leur course à la chefferie. C'est moi, je pense, c'est même aux conservateurs, au fédéral. C'est une étape très, très, très importante d'avoir ces discussions-là, de permettre aux membres de poursuivre cet exercice démocratique-là à l'intérieur du parti. Mais là, on parle de différences énormes. Tu comprends? Puis si ça... Je reviens toujours à ces questions-là. Puis on a eu plusieurs membres de la CAQ qui sont passés au balado puis nous disent, ben non, on n'en est plus là. Tu sais, la CAQ, c'est un parti qui unit. Puis, tu sais, on avait Christopher Skeet aussi qui est venu. Tout le monde semble suivre un peu la ligne de parti qui dit que, ben non, nous, on s'en fout, souverainiste, pas souverainiste, fédéraliste. Tu sais, on s'en fout. Nous, on est là pour les intérêts du Québec. Puis on suit cette ligne-là religieusement presque, tu comprends? Mais là, tu sais, veux pas, il y a un débat, ça sortit. Puis c'est apparent aussi. Et je sais pas, est-ce que un ou l'autre va avoir ces traits de leadership-là pour pouvoir garder les gens un peu calmes et unis? Ben, écoute, moi, je peux pas être plus en accord avec toi là-dessus. Moi, ce que j'ai l'impression, ce qu'on observe en ce moment, c'est la jeunesse de la CAQ. Il ne faut pas oublier que c'est un parti très jeune, qui n'a pas d'histoire. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui faisaient de la politique avant l'existence de la CAQ, comme M. Legault lui-même? Oui, bien sûr, évidemment. Mais comme parti politique, la CAQ a vu le jour en 2011-2012, a pris le pouvoir en 2018. Ça fait 8 ans que ce parti-là est au pouvoir, mais c'est pas un parti qui a vu différents cycles. Il a connu son premier cycle de vie dans l'opposition, c'est normal, tu n'es pas au pouvoir, là, c'est comme ça. Puis a connu un deuxième cycle de pouvoir, mais ils n'ont même pas encore expérimenté le fait de perdre le pouvoir. Donc, je dis pas qu'ils vont le perdre à l'automne prochain, mais quoique, c'est une hypothèse, selon les sondages. C'est une étape normale dans la vie d'un parti. Mais, et dans une démocratie, puis c'est normal. C'est normal. Écoute, on peut aimer les partis politiques, etc. Tu regarde, moi, quand j'étais avec le PLQ, quand tu étais avec le PLQ, toi aussi, etc., on le savait que le PLQ n'allait pas rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et sais-tu quoi? Il faut pas non plus qu'un parti politique reste au pouvoir ad vitam aeternam, sinon on n'est plus dans une démocratie. Oui, exact. Ou alors on fait le parti unique comme le Parti communiste chinois, puis ça marche pas. C'est pas... Non. Je veux dire, c'est important. Mais la CAQ n'a pas connu ça. La CAQ a connu des défaites de partis qui venaient de naître, a connu des victoires très jeune comme parti, puis là
éventuellement va perdre le pouvoir, et encore, mais ils ne l'ont même pas perdu. Ils ne savent pas c'est quoi le perdre. Ils ne savent pas c'est quoi faire une course à la chefferie. Puis, tu sais, je le vois bien, tu sais, la manière dont ils se déchirent. Tu sais, quand tu vois les conservateurs au fédéral, comment ils ont fait leur course à la chefferie, même la dernière où on voyait quand même une rupture entre un Poilievre et un Charest, etc. D'une manière générale, tu sais, ils essayaient de garder une certaine forme de cohésion, là, tu sais, même si Poilievre était quand même un peu dans la terre brûlée, là, mais tu sais, ça va, tu sais, c'était pas... Mais tu sais, même avant, chez les conservateurs, les libéraux fédéraux l'année dernière, tu sais, entre monsieur Carney, qui est un gars de droite, et madame Gould, qui est une femme de gauche, oui. tu sais, je veux dire... Ça, tu sais, d'une manière générale, ils se sont pas déchirés. Les libéraux se sont pas déchirés, que ce soit la dernière, dans les deux dernières courses, la dernière pas vraiment, mais tu sais, je veux dire celle avec Pablo Rodriguez et Carl Blackburn et Charles Milliard, il n'y a pas eu tant de déchirement que ça. Avec, tu sais, même à l'époque de Philippe Couillard, Raymond Bachand, etc., bon, il pouvait y avoir quelques frictions, mais c'était pas tant que ça. Là, t'arrives à la CAQ, là, tu sais, je veux dire, je trouve qu'ils en ont pas mal. Bon, les péquistes ont fait pire, c'est vrai, mais c'était un autre temps. La CAQ vit des défis de jeunesse. Et je peux même te dire que la prochaine fois qu'ils feront une course à la chefferie, je ne sais pas si ça va être dans 1 an ou dans 4 ans, mais la prochaine fois qu'ils vont en faire une, ben, ils vont prendre en considération ce qui s'est fait cette fois-ci. Il va y avoir des gens expérimentés qui vont se souvenir. Regarde, comme nous, quand on était en politique, il y avait toujours des vieux sages qui te disaient « Ah, à l'époque de Bourassa, il y avait telle chose qui se passait, etc. » Ben, eux aussi, tu sais, à l'époque de Legault, il y avait telle affaire, etc. Donc, il ne faudrait pas refaire telle erreur, blablabla. Tu sais, c'est ça, la politique, à l'interne d'un parti politique. Et c'est la raison pour laquelle l'expérience est importante. Là, on va rapidement passer par un autre petit élément. L'Assemblée suspendue, une prorogation jusqu'au 5 mai. M. Legault donne un peu l'opportunité, l'espace à qui que ce soit là, qui va gagner dimanche de prendre le temps, de bien se préparer. On leur donne tout le mois d'avril pour planifier puis arranger son équipe. 2 semaines. 2 semaines. Il y avait c'est une prorogation de 2 semaines. C'est pas énorme, mais en même temps, c'est pas comme s'ils avaient énormément de temps non plus. Donc, prorogation. Qu'est-ce que ça veut dire, une prorogation? Mais moi, je veux dire honnêtement, Salim, moi, j'étais convaincu qu'il allait proroger jusqu'à la fin de la session, qu'il n'y aurait plus de Parlement. Mais le problème, c'est qu'il y a des projets de loi importants. Là, et il y a encore des choses à faire. Ensuite, le ou la nouveau premier ministre, première ministre décidera de s'il faut complètement proroger pour de bon, mais ça regarde, on verra bien. Mais à mon avis, M. Legault a dû discuter avec les 2 protagonistes avant de procéder. Exact. Bon, c'est quoi une prorogation? Une prorogation, c'est que, dans le fond, tu suspends complètement les travaux, puis t'arrives comme si c'était une nouvelle législature. Une nouvelle session complète, si tu veux. Donc, ça veut dire que quand il y a une prorogation, tous les travaux parlementaires s'arrêtent. Tous les projets de loi, on dit qu'ils sont morts au feuilleton. Et il y a la possibilité de ramener ces projets de loi. Donc là, dans le fond, c'est que le prochain premier ministre ou la prochaine premier ministre va dire « OK, moi, mes priorités dans l'agenda législatif là, des projets de loi existants, ça va être celui-là, 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 parce qu'on avait promis aux Québécois qu'on allait le livrer, donc on va le livrer. » Mais ceux qui étaient comme moins importants ou qui ne font pas partie des priorités du prochain chef de la CAQ, eh ben, ils vont juste les écarter et se dire « ben, on pourra peut-être s'y attaquer dans une éventuelle prochaine législature. » Oui, moi, je pense que ça va donner le temps au prochain premier ministre ou à la prochaine première ministre de former son gouvernement. Moi, je pense que Mme Fréchette, M. Drainville vont nommer un conseil des ministres essentiellement de gens qui vont se représenter.
Et ceux qui vont pas se représenter, qui vont avoir encore un poste de ministre, dans le fond, c'est des gens à qui on va dire, bon, faudrait juste que vous mainteniez les choses jusqu'aux prochaines élections. Donc, je te donne un exemple. Je vois pas l'intérêt d'avoir une nouvelle ministre de l'Éducation. Ouais. Donc, par exemple, Mme Lebel, elle est actuellement ministre de l'Éducation. Elle a déjà annoncé qu'elle ne se représentait pas. Il y a une rentrée scolaire au mois de septembre. Un nouveau ou une nouvelle ministre de l'Éducation, honnêtement, ça servirait à rien. Parce qu'il n'y aurait pas de grande réforme, il n'y aurait rien de spécial, ne connaît pas les dossiers, puis il y a en préparation une rentrée scolaire qu'il va falloir assurer. Ouais. Donc pour moi, aucun gain à avoir un nouveau ministre de l'Éducation. Monsieur Roberge, maintenant, qui est sous enquête par la commissaire à l'éthique, on fait quoi avec lui? Ça c'est un sujet complexe parce que... Juste pour rappeler aux gens, parce que ça, c'est comme ça, c'est passé comme sous le radar avec toute l'attention de la course à la chefferie de la CAQ. On a appris que M. Roberge, il a communiqué des résultats d'une analyse qu'il a demandé à ses fonctionnaires sur l'impact du positionnement des deux candidats vis-à-vis les droits acquis, là, la promesse sur les droits acquis des orphelins du programme PEC, là, le fameux programme, voyons, c'était quoi déjà? C'est l'expérience québécoise? Expérience québécoise. Puis, c'est sorti. Puis, c'est un peu problématique parce que qu'est-ce que tu fais, là, toi? Dans le fond, ce qui est reproché à M. Roberge, et visiblement, la commissaire à l'éthique fait une enquête là-dessus, c'est, dans le fond, c'est est-ce que... parce que M. Roberge, grosso modo, ce que j'en comprends, hein, je veux dire, à moins qu'il me manque quelque chose, là, mais ce que j'en comprends, ce qui a été rapporté dans les médias, c'est que il a demandé aux fonctionnaires d'analyser les deux propositions des deux candidats à la chefferie de la CAQ en matière d'immigration sur la question du programme de l'expérience québécoise. Entre Mme Fréchette qui a dit qu'elle allait le réouvrir pour 2 ans et M. Drainville qui disait que, je ne sais pas trop quoi, qu'il allait en accepter un certain nombre. Là, en tout cas, il y avait un droit acquis un peu spécial, là, c'est-à-dire pas complet ou total, là, mais pour une certaine catégorie où je tourne les coins ronds là, juste pour pas allonger la discussion plus que ça. Puis on lui reproche fondamentalement d'avoir fait cette analyse par des fonctionnaires pour la chefferie de la CAQ. Ouais. Écoute, la commissaire a dit qu'elle fera son travail, mais c'est toujours compliqué ces affaires-là. M. Roberge est quand même ministre de l'Immigration. Puis la CAQ est quand même au pouvoir. Et le chef de la CAQ qui va être sélectionné, qui va gagner la course, va être premier ministre et donc chef de l'exécutif. Est-ce que c'est légitime? Attends, puis en passant, ils font partie du caucus gouvernemental. Ouais. Tu sais, admettons, monsieur Roberge avait toutes ces informations-là, puis était allé le présenter à son caucus. Au caucus, une présentation devant les 80 et quelques députés de la CAQ. Ouais. Est-ce que ça aurait été un problème ou le problème, c'est parce qu'il les a fournis aux candidats seulement? Il y a des dimensions, là. Tu sais, moi, regarde, juste te dire, je suis extrêmement favorable à ce que le commissaire, enfin, en l'occurrence, la commissaire à l'éthique, fasse un travail très rigoureux de manière à ce que les ressources de l'État ne soient pas utilisées à des fins partisanes. C'est extrêmement important parce que le gouvernement n'est pas au service d'un parti politique. Ça, c'est clair. Mais parfois, les lignes, là, elles sont pas super claires. Ouais. Et là, par exemple,
est-ce qu'on peut dire que c'est des ressources de l'État? Honnêtement, je le sais pas. Alors, si j'étais ministre, peut-être que je le saurais, puis peut-être que j'aurais... Je pense que ce qui dérange Salim, c'est le fait qu'il ait communiqué les résultats de l'analyse avec les deux candidats. Parce que comme ministre et comme responsable de ce grand dossier-là, tu aurais pu, à mon avis, ce serait totalement justifiable de dire à tes fonctionnaires, écoutez, on a deux personnes qui sont dans la course, deux positions un peu différentes, juste pour qu'on se prépare adéquatement. On ne sait pas c'est qui sera voté. Faites une petite analyse juste pour qu'on ait des résultats. Donc, de ce point de vue-là, oui, il a fait sa job. C'est sa responsabilité de savoir son positionnement face au nouveau, à la nouvelle chef qui risque de rentrer et qui risque de changer complètement la stratégie en immigration. Donc, pourquoi ne pas préparer le ministère en amont? Sauf que là, tu as des résultats puis tu les partages avec les candidats. Oui, mais encore une fois, tu sais, puis loin de moi l'envie de défendre M. Roberge. Hein, déjà, idéologiquement parlant, je pense pas qu'on soit nécessairement aligné. Hein, mais je cherche pas à le défendre. Mais c'est l'un ou l'autre des candidats qui va devenir chef de l'exécutif, premier ministre. Est-ce que le public est en droit de savoir qu'est-ce que donne concrètement l'une et l'autre des propositions? Ça me paraît pas si fou que ça. Ouais. Maintenant, ça se peut que les règles ne le permettent pas. Et ça se peut que ces règles-là, si elles ne le permettent pas, que c'est la raison pour laquelle la commissaire à l'éthique frappe sur les mains ou fait enquête à tout le moins. Tu sais, ça se peut. Mais ça se peut-tu que ces règles-là devraient être ajustées à des situations où, regarde, je vais te le dire autrement. Si on avait appris que M. Roberge avait fait une analyse, avait demandé des analyses au ministère pour les fournir à la CAQ, donc faire travailler des fonctionnaires pour la CAQ, pour que la CAQ fasse sa plateforme électorale, tu sais, puis là, donc concrètement, tu as utilisé des ressources de l'État pour la CAQ. Ça, je t'aurais dit, red flag. Drapeau rouge, ça marche pas. C'est pas éthique, c'est pas moral, ça devrait pas se passer. Là, on le sait que l'un des deux candidats va devenir premier ministre et que l'une ou l'autre des approches va être adoptée par le gouvernement. T'sais? À la limite, j'ai presque envie de te dire, mais moi, là, même si je ne suis pas membre de la CAQ, mais j'ai envie de le savoir. Je veux le savoir. Moi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ces chiffres-là. Ouais. Donc, moi, je ne le vois pas comme étant c'était un travail de fonctionnaire pour la CAQ à la demande du ministre Roberge. C'est pas du tout comme ça que je l'ai vu. Ouais. Moi, je l'ai vu... Puis en passant, je vais juste te dire, le ministre Roberge, c'est pas comme s'il l'avait fait juste pour Mme Fréchette. Ouais. Il a informé les deux camps. Mais il a fourni les informations selon les deux approches des deux candidats. Ouais. Alors que lui, il soutient Mme Fréchette, soit dit en passant. Je veux dire. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu... Je sais pas. Alors, écoute, je suis pas commissaire à l'éthique, je suis pas responsable, je suis pas ministre, tu sais. Et j'ai pas demandé d'avis avant d'avoir cette prise de position-là, qui n'en est même pas une d'ailleurs. C'est un questionnement que j'ai où je dis, j'ai pas le sentiment, je peux me tromper, mais j'ai pas le sentiment que M. Roberge se dit, oh, regarde, on va favoriser notre parti politique. Non, parce que fondamentalement, celui qui va gagner la course, il va prendre une décision qui impacte l'ensemble des Québécois. Là, donc, Mais revenons un peu sur ce que tu disais sur la prorogation. Tout arrête. Les projets de loi, ils meurent au feuilleton. Dans le cas où Mme Fréchette est élue chef, et on a un grand projet de loi, le grand projet de loi Constitution de M. Jolin Barrette.
Est-ce qu'on pense qu'on va le ramener, lui? Je pense qu'elle a déjà répondu à ça. Et moi, je suis pas certain qu'elle... moi, en tout cas, c'était... de mémoire, c'était un ambigu, mais un ambigu qui allait plus sur... pas sûr, ouais. Tu sais, que... par contre, je crois que M. Drainville, c'est une évidence. Et je crois que si c'était pas une évidence... Je crois que Simon-Jolin Barrette ne serait pas sorti pour l'appuyer. Maintenant, il faut quand même le dire, ce projet de constitution-là, ce projet de loi de constitution, il a un peu de misère. Parce que tu ne peux pas adopter un projet de constitution sans avoir une certaine forme d'unanimité, à tout le moins un large consensus à l'Assemblée nationale. Bon, s'il y en a un qui vote contre, c'est une chose, là. Mais normalement, là, regarde, c'est comme la charte en 74, là, quand les libéraux l'ont mise en place, c'était le Bourassa 1, le gouvernement Bourassa 1. Tu sais, le Parti québécois avait voté en faveur, là, tu sais, parce que c'est comme... une constitution là, ou une charte, c'est comme la loi des lois. Là, exact. Là, en ce moment, clairement, les partis politiques veulent pas voter pour ça. Tu vas pas y aller en bâillon. T'imagines ta constitution adoptée au bâillon. Là, je pense qu'il n'y a pas plus terrible dans une démocratie. Là. Les groupes qui ont été reçus en consultation publique, c'était très mitigé. Puis en tout cas, il y avait de bons arguments. Disons que tu sens pas d'emballement sur le projet de constitution actuel, comment il est amené, dans le contexte de la fin d'un gouvernement. Je te dis pas qu'une constitution du Québec, ça pourrait pas être une bonne idée. Ça pourrait l'être. En tout cas, moi, j'ai je l'ai déjà dit ici, hein, sur ce podcast-là, plusieurs raisons de penser qu'une constitution du Québec, ça pourrait être bien. Mais une constitution du Québec, ça doit chercher l'adhésion de tout le monde. Écoute, c'est comme une Bible, là, c'est comme un texte sacré. Là, je veux dire, tu peux pas le faire de cette façon-là. Et je crois que la CAQ gagnerait plus à le faire adopter dans un éventuel prochain gouvernement caquiste. Ouais. Peut-être que c'est parce qu'ils pensent éventuellement qu'ils seront plus là et que quelque part, ça sera peut-être un autre gouvernement qui va l'adopter. Ouais. Mais bon, c'est ça. En passant à la Charte des droits et libertés de la personne, moi, je te dis que c'est les libéraux qui l'ont fait adopter en 1974. Effectivement, c'est le cas. La réalité, c'est que c'est pas tant les libéraux que c'est l'Assemblée nationale du Québec qui l'a adopté. Exact. Donc, c'est plus une couleur. Il y a personne qui te dit « Oh, la Charte des droits et libertés, ça, c'est libéral. » Non, le Parti québécois était favorable. Jusqu'à maintenant, avec quand ils veulent utiliser la clause dérogatoire pour l'ignorer un peu, la contourner. Là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. On va faire un petit saut au fédéral très rapidement parce que là... Hey, t'as pas parlé de M. Legault qui s'en allait? Dernière présence de M. Legault cette semaine à l'Assemblée nationale. C'était quand même... émouvant, la semaine dernière. La semaine dernière. Moi, c'est le côté de la politique que j'adore. Quand on voit cet esprit... de collégialité et de respect là, dans les parlements. Moi, c'est ça la politique. Parce que oui, il y a les couleurs, oui, il y a les idéologies, mais, et ça, on l'a dit souvent, Salim, sur le balado, nous, on a côtoyé pas mal d'élus, on a passé du temps au Parlement, puis c'est sûr que les gens, ils regardent 1 heure par jour de période de questions, on se déchire, là, tu comprends, mais... Pour n'importe qui, là, si vous vous retrouvez un jour à Québec et vous rentrez au Parlement, vous allez les voir, là, les députés, le marché, travailler ensemble. Et il y a un autre esprit que les gens ne regardent pas. Et c'est des collègues de travail. Et il y a un respect mutuel. Et qu'on soit d'accord ou non avec M. Legault, le fait qu'il ait fait 25 ans, je pense, en politique, 20 ou
Presque. Ben, plus que ça. Donc, En 80, il est rentré dans... En 98. 98. 98 ou 96, là, tout d'un coup, parce qu'il était rentré non élu. Exact, non élu. Alors, monsieur... Avant 98, je pense. En tout cas, regarde, disons près de 30 ans. C'est pas rien là, de faire la politique pendant si longtemps. Évidemment, il y avait un petit espace où il avait quitté le PQ, le temps qu'il revienne avec la CAQ, là, disons. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps, là. C'est ça, exact. De 2009-2012, donc 3 ans. Yeah. Mais lui s'est fait élire, en fait, dans le fond... Ah, c'est ça. Le 23 septembre 98, il se lance en politique avec Lucien Bouchard. Alors, écoute... 98 à aujourd'hui, il a quand même 28 ans. Ouais. Écoute, c'est une longue carrière. Il a occupé des postes extrêmement importants, en fait les plus importants. Je pense que le seul poste vraiment d'importance qu'il n'a pas occupé, c'est celui de ministre des Finances. Mais il a été à la santé, il a été à l'éducation. Puis ça, c'est comme ministre. Il a été à l'industrie aussi, le ministère de l'Économie aujourd'hui. Là, à l'époque, je pense qu'on l'appelait l'industrie. Il a occupé des portefeuilles ministériels extrêmement importants. Il a ensuite joué des rôles importants dans l'opposition. On l'oublie, là, mais ce qu'on fait à l'opposition, c'est du travail important dans une démocratie. Lui aimait moins l'opposition parce que, évidemment, c'est un gars qui avait envie de faire des choses. Et donc, mais moi, je peux te dire, Salim, il était très habile en opposition. Il est habile en général, mais moi, quand j'ai commencé en 2007, il était le porte-parole aux finances. Oui, il était aux finances, écoute, effectivement. Mais alors, effectivement, il l'était, mais je crois que c'est quelqu'un qui aimait pas beaucoup le travail dans l'opposition. Je pense qu'il s'ennuyait. Mais tu sais, c'était un homme d'affaires qui était dans l'action. Puis quand il a quitté les affaires, il est allé en politique, il était dans l'action au niveau gouvernemental, là, comme ministre. Puis là, il tombe dans l'opposition. Et je pense qu'il n'aimait pas ça, le travail parlementaire, et particulièrement dans l'opposition. Ouais. C'était pas quelqu'un qui aimait passer beaucoup de temps à Québec. Là. À l'époque, là, ça se disait déjà. Mais il avait compris que s'il voulait revenir au pouvoir, ça prenait de passer par là. Et il l'a fait. Honnêtement, moi, je trouve que c'est un exploit que... Regarde, je pense pas qu'on va le revoir. Moi, je pense qu'on le reverra pas de sitôt, peut-être plus tard si la politique continue de changer dans sa nature même, mais je pense pas qu'on va revoir de sitôt un parti politique qui émerge de zéro et prendre le pouvoir tout court. Lui, c'est prendre le pouvoir en 7 ans. 2011, il a été créé, 2018, il prend le pouvoir. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Ouais. Bon, maintenant, je t'avoue que j'ai beaucoup de respect pour le service public rendu. J'ai beaucoup de respect pour, disons, l'engagement qu'il a eu, etc. Maintenant, moi, personnellement, j'ai pas été nécessairement impressionné par les résultats de M. Legault à titre de Premier ministre. Pour moi, ce qui m'aura marqué le plus positivement des 8 ans qu'il a passé comme Premier ministre, c'est la pandémie, la gestion de la pandémie. D'abord, tu le sentais, la gravité, là, tu la ressentais chez lui. Il était au rendez-vous tous les jours. C'était pas facile de porter les messages qu'il a portés. Je suis pas certain que les couvre-feux puis les amendes étaient quelque chose de... tu sais, il y a des endroits dans le monde où on a géré ça sans ça, là, y compris ici au Canada. Là, donc, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté un peu... Il y a eu un petit côté de la pandémie que j'ai moins aimé. Moi, personnellement, je l'ai suivi. Là, honnêtement, j'ai été super... mais je pense qu'il y a des gens qui vont retenir ce bout-là, mais d'une manière générale, la manière dont il a géré la pandémie, c'était quand même assez impressionnant, la gestion de crise au jour le jour. Maintenant, moi, économiquement, j'ai pas trouvé quelque chose d'exceptionnel. Même dans son discours, le discours économique qui m'a plus parlé
au gouvernement de M. Legault, c'est celui de M. Girard, des Finances, qui a véritablement bien expliqué, si tu veux, la politique économique du gouvernement. Quand je pense à Nordvolt, etc., c'est sûr que c'est des choses qui n'ont pas été super. Ouais. Le troisième lien aussi, là. Le troisième lien, bon, on n'est pas rendu, là. Visiblement. Il y a encore toute une game à jouer. Donc, et puis sur les questions identitaires, je sais que pour lui, il est très heureux de ça. Puis il y en a certains qui sont peut-être très heureux de ce qu'il a fait. Puis c'est correct. Regarde, on est en démocratie. Ils arrivent avec des propositions, etc. Mais c'est comme ça, c'est correct. Mais disons que moi personnellement, je suis de philosophie libérale, donc j'ai moins connecté à ça. Mais je peux comprendre et je respecte aussi que d'autres aient connecté à ça. Moi, c'était pas tant les objectifs identitaires qu'il visait, et à la limite que j'ai envie de te dire, je partage encore les objectifs. Moi, c'est plutôt les moyens utilisés, la manière dont ça a été utilisé. J'avais plus de difficultés. J'ai pas trouvé que c'était très inclusif. J'ai trouvé que c'était un gouvernement du Québec qui gouvernait pour la majorité des Québécois et non pas pour l'ensemble des Québécois. Il y a une grande nuance. Et ça fait en sorte que je trouve que ça a été une réussite politique, ce qu'il a fait, mais un bulletin moyen, à mon sens. Oui, les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Mais c'est quand même un exploit. C'est un exploit, il faut le souligner. Presque 30 ans en politique, là, c'est pas rien. Là, de se donner au service public comme ça. Puis honnêtement, pour ceux qui pensent autrement, je vous le dis que c'est pas le salaire qui l'a attiré à la politique. Là, d'ailleurs, c'est le cas pour tous les députés, à mon avis. Mais faisons un petit saut au fédéral et on va terminer là-dessus si tu veux. Parce que là, M. Carney... est-ce qu'on peut dire qu'il a la majorité ou c'est pas mal garanti pour lui là? Une autre transfuge du Parti conservateur du Canada qui a traversé chez les libéraux, Mme Gladu. Et ça, je l'ai trouvé un peu spécial parce que je comprends qu'il y a des tensions dans le caucus conservateur, mais franchement, on revient à ce qu'on disait tantôt. Il y a l'idéologie, tu comprends? Puis, je sais pas. Je sais même pas comment suivre cette conversation-là, Salim, parce que tu crois... Peut-être ton chef, il est pas le bon, puis ça arrive, puis ça va continuer d'arriver. On l'a vu plein de fois en politique. Mais quand tu crois à quelque chose et la solution pour toi, c'est... Moi, j'aime plus mon boss, donc je vais traverser à l'autre bout juste parce que c'est la fin de ma carrière politique, c'est mon dernier mandat, puis je veux l'expérience du gouvernement. Ça, pour moi, là, je trouve pas ça fort. Tu comprends? Surtout quand ton idéologie ne s'aligne pas, mais pas du tout, avec le parti auquel tu te rends. Puis on va pas rentrer dans les détails, mais... Je trouve ça incroyable. Et bon, ça, c'est son choix à elle. L'autre choix maintenant de M. Carney, c'est de savoir comment il va gérer, lui, un parti, parce que le terme « Big Tent Party », on l'utilisait plus pour les conservateurs. Là, si M. Carney est en train de bâtir lui-même une grosse tente pour un parti libéral du Canada... I don't know. Est-ce qu'on rentre dans un territoire un peu plus fragile? Parce que c'est pas quelque chose que les libéraux ont l'expérience, à mon avis. C'est sûr et certain que d'un bout à l'autre du Canada, les libéraux du Québec sont pas peut-être les mêmes que les libéraux en Colombie-Britannique, encore moins les libéraux en Alberta, s'il y en a. Mais là, c'est différent. On traverse une autre étape. Je trouve que c'est une autre phase du Parti libéral du Canada. Et oui, je comprends la stratégie de vouloir avoir la majorité parce que là, tu contrôles les commissions parlementaires, donc tu peux pousser ton agenda, tu peux faire avancer les choses comme tu veux, mais en même temps, il y a un parti que tu dois laisser au prochain.
Et la santé de ce parti-là, pour moi, on commence à dessiner un gros point d'interrogation. Là, je sais pas. Écoute, honnêtement, tu as quasiment tout dit et je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. En fait, écoute, c'est vrai que c'est un peu spécial parce que Mme Gladu, c'est une conservatrice qui s'est faite élire la première fois en 2015 dans une circonscription très conservatrice dans laquelle elle gagnait avec quand même une majorité très confortable, y compris dans le contexte de l'élection de M. Carney l'année passée. Les libéraux étaient quand même loin de Mme Gladu dans cette circonscription-là. Moi, je ne suis pas en défaveur. Je ne vais pas dire, je ne suis pas favorable à ce que quelqu'un traverse la Chambre, mais je ne suis pas en défaveur que ça arrive, dans le sens que quand on comprend très bien notre système politique au Canada, c'est faisable, c'est correct que ça existe, et de toutes les manières, les gens vont en payer le prix politique, et c'est les électeurs qui vont décider. Exact. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Bon, maintenant, sur la question idéologique, je suis d'accord avec toi. Tu sais, tu pourrais même ta question, en fait, Georges, elle est très pertinente et très légitime. C'est, est-ce que ça pourrait pas même créer des problèmes à l'intérieur du caucus libéral? Tu sais, par exemple, tu vas avoir une personne qui est fondamentalement pro-vie, à la limite anti-avortement, là, tu vois. Mais tu sais... Et juste pour compléter, on va faire un petit contraste. On se rappellera toujours d'un Justin Trudeau qui a dit « Si tu es pro-vie, tu n'as pas une place dans mon parti. » Ouais, mais ça, c'est Justin Trudeau. Il n'est plus là. Mais la majorité des membres, la majorité des députés au PLC, c'est des députés de Justin Trudeau quand même. Oui, il y en a beaucoup qui étaient sous Justin Trudeau, effectivement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Puis là, je ne veux pas changer de sujet, mais quand tu es pro-choix, ça veut dire que tu acceptes à l'intérieur de ton parti, de ton caucus et dans la population d'une manière générale, qu'il y ait des gens qui ne soient pas favorables à une interruption de grossesse. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, je ne trouve pas ça anormal qu'il y ait une personne qui soit pro-vie au milieu. Parce que c'est quoi avoir le choix? Avoir le choix, c'est d'être pour ou contre. Il y a des gens qui sont contre, comme Mme Gladu. Alors, c'est correct. Par contre, elle, c'est pas juste ça. C'est qu'elle était assez militante là-dessus à l'intérieur des conservateurs pour dire, ouais, elle était même pas favorable au choix. Elle, c'était non. That's it, tu comprends? Puis elle était aussi candidate à la chefferie et dans sa plateforme à elle, si j'ai bien compris par les commentaires que j'ai entendus, parce que ça fait longtemps, là, je me rappelle pas de sa plateforme à la chefferie. Personne s'en souvient. Mais elle était ouverte qu'on ramène le sujet sur l'avortement. Oui, qu'on le réouvre, effectivement. Bon, évidemment, en allant chez les libéraux, elle s'assure que ça ne se fera pas, là, ça c'est certain, même si c'est ça qu'elle aurait souhaité. Mais écoute, donc oui, c'est sûr qu'il y a cette différence. Bon, maintenant, regarde, moi, je l'ai souvent dit ici, à ce micro, Mark Carney, il est arrivé en technocrate, en pragmatique, en personne qui est censée, si tu veux, qui était censée sortir un peu le Canada d'une situation économique périlleuse. C'est comme s'il arrivait... C'est comme s'il était d'une certaine manière dans une position quasiment au-dessus des partis politiques. Que ce soit le sien, c'est-à-dire le PLC, ou les autres partis politiques. Puis il est capable d'aller chercher des transfuges au NPD et des transfuges chez les conservateurs, sachant qu'à l'intérieur même de son caucus, tu as des libéraux qui sont plus à droite et des libéraux qui sont plus à gauche. Donc, oui, tu as raison, les libéraux n'ont pas nécessairement... l'expérience de cette espèce de large coalition de différents mouvements comme on peut l'avoir chez les conservateurs. Mais j'ai envie de te dire que en ce moment, c'est très propice à cause du contexte économique
au contexte géopolitique, mais aussi à cause d'un Pierre Poilievre qui a vraiment beaucoup de misère à parler à son monde. Il est de plus en plus décrié. J'entends des noms circuler. Parfois, c'est M. Ford dont on entend parler. Parfois, on dit que Mme Mulroney, Caroline Mulroney, la fille de Brian Mulroney. Parfois, j'entends le nom de Jason Kenney, etc. Puis là, et ça, c'est chez des conservateurs. C'est plusieurs conservateurs, vraiment des hardcore conservateurs avec qui je parle, qui sont pas contents de Pierre Poilievre. Ouais. Donc, à plus forte raison, un certain nombre de députés. Bon, maintenant, revenons aux mathématiques, parce que tu faisais des maths là au début. Sur une question de est-ce qu'il a sa majorité? Techniquement, aujourd'hui, avec Mme Guiladu, il est à 171 députés dans son caucus. OK? Ça comprend en passant le président de la Chambre, qui, je te rappelle, traditionnellement ne vote pas. Il vote qu'en cas d'égalité. Ouais. T'sais? Mais il faut le mentionner, dans le cas d'une égalité, le président du Parlement vote toujours pour le statu quo, je pense. Pour maintenir. Ouais, exact. Ben, en fait, le statu quo, c'est si tu fais tomber un gouvernement ou non. Ouais. Mais par contre, même dans l'adoption, par exemple, d'un projet de loi, s'ils sont à égalité, le président, à ce moment-là, il a le droit de vote, puis généralement, il vote avec le parti dont il est issu, ce qui est un peu normal. Et pour la question des votes de confiance qui déterminent si un gouvernement va tomber ou non, ça, il vote pour le statu quo, et donc généralement avec le gouvernement. Ouais. Même s'il n'est pas issu, parce qu'il pourrait, dans un cas de gouvernement minoritaire, même s'il n'est pas issu de ce parti politique-là. Mais bon, là, ça démontre toutes tes connaissances politiques, mon cher Georges. Mais effectivement, c'est un bon point. Alors, monsieur Carney a 171 personnes. La majorité, parce qu'il y a 343 députés à la Chambre des communes, donc la majorité est à 172. Ouais. À 172. Donc, il y a un. Il manque une place. Il manque un de la majorité. Là, il y a des élections ce dimanche. Ouais. Ce dimanche ou lundi? Dans je me souviens plus. Dimanche ou lundi, là, je me souviens plus. Lundi. Lundi. Ouais. Il y a dans 3 circonscriptions, 2 en Ontario, qui sont rouges, dont l'ancienne circonscription de Chrystia Freeland et celle de Bill Blair. C'est très, 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 très rouge. Donc, moi, je m'attends à 99,99999% que M. Carney va avoir sa majorité lundi, parce que 171 plus 1, ça fait 172, plus 1, ça fait 173. Donc déjà, 172, il l'a. À 173, il a une majorité... Plus 1. En fait, il a 50% plus 2, si tu veux. Et si Terrebonne est gagné par les libéraux, parce qu'ils avaient un certain momentum l'année dernière quand on pensait qu'ils l'avaient gagné d'un cheveu, s'il gagne à Terrebonne, là, tout d'un coup, il va en avoir 3 de majorité. Le 172, le 173 et le 174. Et ça, Georges, ça, c'est sans compter sur le fait que M. Boulris va finir par se présenter pour Québec solidaire, laisser tomber sa circonscription, et que cette circonscription pourrait... Tu penses que Rosemont, au fédéral, pourrait passer aux libéraux? Ben, moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je te dis pas que ça va arriver. Les électeurs vont décider. Disons qu'il y a une autre opportunité d'aller chercher un autre siège. Un autre siège. Mais pour monsieur... Et ça, je vais te rejoindre dans ce que tu dis, parce que c'est très juste ce que tu as dit tantôt. Là. Pour monsieur Carney, il cherche pas une majorité pour rester au pouvoir. Il va rester au pouvoir, même en étant minoritaire. Parce que personne ne veut des élections. Penses-tu vraiment que M. Poilievre veut des élections aujourd'hui? Assurément que non. Certainement pas le NPD non plus. Écoute, il a aucune peur. Aucune peur. Ce qu'il veut, M. Carney,
même si ça doit être de une personne, sa majorité, là, le 172e dont on a besoin, c'est d'être majoritaire dans les comités parlementaires parce que les conservateurs en particulier, mais ça peut arriver des bloquistes aussi, il arrive parfois qu'ils font traîner les choses ou filibustent, etc. Puis, disons que à un moment donné, quand tu es majoritaire dans les comités, ben, ton agenda politique sur lequel tu t'es fait élire comme gouvernement, tu peux plus facilement le faire avancer. Alors, c'est juste ça qu'ils cherchent. Ouais. Mais donc, M. Carney, qui soit à 172, c'est sûr que s'il est à 180, il serait très heureux parce que il aurait une marge plus importante. Mais même à 172 ou 173, là, ça fait son affaire. Ça fait son affaire. Exactement. Bon, ben on va voir ce qui va se passer. Donc, un week-end très intéressant. On va avoir un ou une nouvelle ou nouveau premier ministre au Québec. On va voir si M. Carney va réaliser sa majorité. La réponse est oui, on le sait déjà. Et bon, il y aura une pause pour la politique québécoise, mais les choses vont quand même continuer. Et puis, nous, on va être là la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Merci à vous tous et toutes. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez, commentez, envoyez-nous des messages. On aime ça, on aime beaucoup interagir avec vous et ça nous aide énormément avec le balado. Un grand merci à vous, on vous voit tous très bientôt. Ciao! Merci, bye!